Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 Marceau, aka le sex appeal de la culture hip-hop, comment tu vas? Salut, salut, ça va super bien, Mathis. Merci d'être Eloé, merci. Ça va, merci, super de vous voir tous les deux. Vous êtes Trop présents cool. sur votre channel. Sur la channel Sweep. D'ailleurs, on en profite pour ceux qui nous rejoignent. Peut-être que pour certains auditeurs, c'est le tout premier podcast de Sweep qu'ils écoutent. Donc là, on en est à la deuxième saison. C'est le deuxième épisode de la deuxième saison. Et c'est un podcast qui est disponible sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Deezer et sur Spotify. Donc bienvenue à ceux qui nous écoutent et bienvenue dans l'univers de Marceau qu'on va rencontrer pendant une petite heure. Pour démarrer la conversation qu'on va avoir, Marceau, ce que je te propose, c'est de te présenter simplement, comme tu le sens. Wow, ok. Euh, je me présente Michael Rivière, d'origine française. Je suis né à Roanne, près de Saint-Étienne, près de Lyon. J'ai commencé la danse dans un club de jeunesse à Roanne avec des anciens qui, pendant 6 mois à peu près, nous ont montré des petites bases à l'époque, avant de partir à Marseille à la quête euh, de la danse, à la quête d'une formation un petit peu, parce qu'à l'époque j'avais 16-17 ans, que je n'ai pas vraiment trouvé en arrivant à Marseille. Et le hip-hop était passé vraiment underground, c'est-à-dire beaucoup de jeunes qui pratiquaient le faisaient dans leur quartier, disons, ou entre amis. C'était une période pour nous sans YouTube, sans réseaux sociaux, etc. Donc c'était une période assez difficile pour moi par rapport au hip-hop, et du coup je suis rentré dans une école pour, euh, pour apprendre la danse classique et le jazz. Bref, on en reparlera plus tard, mais juste pour me présenter, disons que maintenant j'habite en Angleterre depuis 20 ans et je suis danseur, chorégraphe, interprète. Je travaille sur plusieurs choses comme la photographie, la vidéo, la scène. Je donne euh, des stages de danse multidisciplinaires, disons, entre la danse contemporaine, le hip-hop, les arts martiaux. Merci pour la présentation. On va revenir en plus sur certains points que tu as abordés. Avant toute chose, on a un petit rituel à chaque fois, vu qu'on interviewe des gens les uns à la suite des autres. À chaque fois, on demande à la dernière personne de poser une question pour la personne suivante. Et toi, à la fin de l'interview, tu auras l'occasion de poser une question pour la personne qui te succède. Et la personne qui était avant toi s'appelle Nassim Batou, c'est un chorégraphe du sud de la France, vers Marseille. Et il a décidé de te poser une question un peu générique, et c'est bien, ça va lancer dans un truc un peu large pour commencer, de ce que serait pour toi la différence entre le sport et la danse. Ah, c'est le sujet du moment. Euh, et la différence entre le sport et la danse. Euh, pour moi, la danse, déjà, je la vois en tant que art. C'est un art. Hmm, la- je dirais que si on parle d'athlétisme, au niveau de l'entraînement, de la rigueur, de la pratique, de la technique, de l'endurance, etc., des atouts dont on a besoin pour être danseur, évidemment, c'est quelque chose qui est en parallèle avec le sport, avec l'athlétisme, avec la gym, avec plein d'autres techniques. Mais si on parle de la danse pure et dure, ben on a la qualité de l'interprète qui s'ajoute à ça. Et ça, à partir de là, on passe dans le milieu de l'art. Euh, voilà, après, ça n'empêche pas de faire l'un et l'autre, ou les deux, ou d'emprunter de l'un à l'autre pour créer quelque chose de nouveau. Mais à partir du moment où on parle de création, de toute façon, on repasse dans le milieu de l'art. Donc, pour moi, la danse, c'est l'art. Ok, parce que moi, je dirais que ce que je disais tout à l'heure à Noé, après que Nassim nous ait posé cette question, c'est qu'en fait, ça dépend beaucoup de la définition qu'on va donner au sport. Et moi, j'ai fait une filière axée dans le sport, où il y a une différence entre activité physique et l'activité sportive.
et d'activité sportive, c'est tout ce qui comprend une activité physique, mais qui a aussi une organisation de la part, par exemple, d'une fédération pour la compétition, donc les départementales, les régionales, et puis les compétitions nationales, et puis après mondiales. Il y a tout cet aspect organisationnel qu'on retrouve pas forcément dans la danse, en fait. Et je pense que le break, c'est l'une des seules danses, au final, ou les danses hip-hop, qui font partie d'activités sportives parce que il y a cette organisation de compétition, par exemple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais par exemple, tout ce qui est danse classique et tout ça, il n'y a pas de compétition. C'est plus du spectacle. Tu vois ce que je veux Ah, dire ou pas? ouais, 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 mais je dirais que par exemple le ballroom, ou, tu vois, les danses de salon, elles ont été, elles font partie de ces danses compétitives aussi. Par exemple, en Angleterre, il y a des fédérations il y a des danses, je ne veux pas dire les termes, les mauvais termes, mais je sais que dans la fédération du sport en Angleterre, il y a des organisations de la danse qui sont inscrites pour essentiellement le ballroom, c'est-à-dire tu sais, les danses de salon, en fait. Ok. Beaucoup de compétitions, par exemple en salsa ou danse latine, il y a énormément de compétitions dans le monde entier, autant que dans le break, mais aussi même à un niveau qui est très, enfin c'est très organisé, ils ont leur système, etc., etc. Donc je sais que par exemple pour les JO, pour chaque organisation qui veut travailler avec les Jeux Olympiques, par exemple les organisations de break, il faut d'abord créer une organisation et ensuite s'inscrire à la fédération de sport. Donc, il y a déjà d'autres organisations, comme aux États-Unis aussi, qui étaient déjà enregistrées auprès de des fédérations de sport ou la fédération de sport. Euh, je m'excuse pour mon vocabulaire, mais dont certaines organisations de break ont dû se faire partie, par exemple, d'une organisation de salsa ou de danse de salon pour pouvoir faire partie de la fédération de sport. Donc, à rechercher un peu plus en détail, parce que je n'ai pas devant moi toutes les infos, tous les détails, mais si vous faites un petit peu de recherche, vous verrez. Euh, après, effectivement, maintenant, surtout le break est en train de devenir peut-être la plus reconnue ou plus organisée au niveau du sport en tant que, en tant que danse. Donc, ouais, c'est forcément ça, je pense, ça crée un peu de confusion. Moi, je pense que ça n'enlève rien au break, ni à ceux qui veulent rester si on rentre dans ce débat-là, dans le, dans le côté underground ou le côté artistique du break, et ceux qui veulent faire les deux, jouer. En fait, c'est jouer les règles du jeu, hein, simplement. Je vois ça comme ça. Ok, je veux faire partir de cette fédération et faire de la compétition avec mon break, mais aussi je maintiens une certaine intégrité et continue à faire partie de ma communauté, à être underground et à faire des battles à l'ancienne, pourquoi pas? Rien, au contraire, je pense que ça maintient la culture et permet de faire monter le niveau au niveau compétitif, au niveau compétition, et aussi de montrer au monde entier que ce qu'on fait, quoi, en tant qu'amateur. Qu'est-ce que c'est que cette danse? Après, le système pour juger, etc., c'est simplement un système, quoi. Pour moi, ça n'enlève rien à la culture elle-même. C'est un choix. C'est à nous de la préserver et de la faire avancer. Après, je sais qu'il y a eu un gros moment où beaucoup de gens, même encore maintenant, ont dit, oh, ça y est, on va aux Olympiques, c'est la fin, c'est la mort c'est la mort du break. C'est, ben non, je pense pas. D'ailleurs, en parlant de break, si ça te dit pour situer à ceux qui nous écoutent, parce que bah en fait t'es français, t'es né en France, t'as démarré la danse en France, mais il se fait que t'es vachement plus sur la scène entre guillemets internationale et surtout anglaise maintenant. Donc ça peut être cool de retracer un petit parcours de comment t'en es arrivé. Toi t'as démarré quand même, disons, tu faisais du hip-hop en France, proche de Saint-Étienne. Aujourd'hui, t'as quel âge déjà aujourd'hui? Ah non, j'ai 45. Ok, donc aujourd'hui, tu as 45 ans, tu es père de famille, tu vis visiblement sur une péniche en Angleterre et tu reviens d'un an à Hong Kong où
où tu as donné des stages et où tu as fait des travaux de création artistique là-bas. Donc, visiblement, depuis le début du hip-hop proche de Saint-Étienne, ta vie a changé. Et peut-être que pour resituer, on peut essayer de nommer les quelques points charnières, tu vois, qui ont fait que ta vie a tout doucement changé, avant de rentrer dans le détail de certaines choses. Ça a été quoi pour toi les moments marquants qui ont fait que ça a tout doucement changé? Les moments marquants, il y a quelques moments clés si tu veux, qui ont permis de prendre une direction. Disons que quand j'ai laissé ma ville, Rouen, je suis allé à Marseille un peu de chercher une direction, disons, et en arrivant dans une nouvelle ville, je n'étais plus dans le cycle scolaire, tu vois, donc je n'avais pas d'amis à l'école, etc. Il a fallu reconstruire un petit peu un entourage. Et ne connaissant rien ni personne, à l'époque, c'était assez difficile. Donc, je suis rentré dans cette école. Pendant 2 ans, j'ai fait un peu de classique, un peu de jazz, etc. Puis, j'ai auditionné pour une grande école à Cannes, qui s'appelle Rosella Hightower. Et cette grande école, à l'époque, c'était une des meilleures écoles, disons, où aller si tu n'avais pas suivi une formation en conservatoire, par exemple. Tu allais chez Rosella, c'était la meilleure école nationale, si tu veux, au niveau classique, avec des profs avec une expérience extraordinaire, etc., etc. Donc, je suis allé là-bas, je suis passé et j'ai fait 2 ans de formation intensive. Et sur ma deuxième année, parce que j'étais toujours amoureux du hip-hop et du break, parce que j'en avais pas fait beaucoup, en fait. Je faisais un petit peu de pop, un peu de... J'avais même pas faire un six-step, tu vois. J'avais un petit peu quelques petites bases, mais c'était plus un rêve que... J'étais pas du tout danseur hip-hop, hein. C'était plus une idée, quoi, et un intérêt, mais voilà, on n'avait pas vraiment accès. Alors, donc, sur ma deuxième année, il y a 2 élèves qui sont arrivés pour faire un an à Cannes, dans cette école dont je vous parle, chez Rosella. Et ils s'appellent Hamid Benmaï et Anthony Egea. Et ils avaient 23 ans à l'époque, et moi, je devais en avoir 19, un truc comme ça. Et on se rencontre, et effectivement, ça a été pour moi un point de validation, disons, parce que je voyais que ces gars, ils étaient déjà, ils avaient un super niveau technique, disons, en break, en danse, mais en danse hip-hop, mais surtout, ils étaient très ouverts à la création, mais pas seulement à apporter différents styles de danse sur la scène, mais aussi ils avaient des idées de fusion, disons. Et moi, j'admirais ça beaucoup à l'époque parce que je me cherchais en tant que danseur. J'étais OK en classique, en jazz, mais j'avais toujours trop d'énergie. Donc, je me plaçais pas vraiment dans ce milieu académique. Et eux, un peu, c'était un peu ma voie de secours. On se retrouvait le samedi de temps en temps. Ils me montraient des trucs, tu vois, et j'avais appris les envolées avec eux. Des trucs, je me rappellerai toujours des moves parce que j'en ai pas appris tellement. Mais juste ce petit échange le samedi, tu vois, ça m'a maintenu, disons, cette dernière année à Cannes, de les rencontrer et de voir ce qu'ils faisaient. Ils avaient fait un petit peu de création aussi pour le spectacle de fin d'année. Et donc, tout le monde les regardait comme si c'était, je me rappelle, les danseurs classiques, c'était, oh, ils étaient tellement extraordinaires dans leur façon dans leurs idées étaient fresh, tu vois. Tellement ouverts à créer des choses nouvelles et un peu révolutionnaires, disons. On se mettait à la barre, on faisait du wave, on faisait du pop pour délirer, tu vois, parce qu'à l'époque, faut se rappeler que il n'y avait pas tellement de place, disons, pour faire des choses fusionnelles. C'était plus le style puriste. Peu importe le style, urbain ou hip-hop, ou je veux dire classique ou jazz, c'était la technique pure, être bon danseur dans sa technique. Les choses sont très différentes maintenant. Il y a beaucoup d'ouverture un peu de ci, un peu de ça, un mix, quoi. À l'époque, c'était pas vraiment, c'était presque, fallait faire un peu en cachette parce qu'on te regardait, soit tu fais n'importe quoi, tu vois, si tu mélangeais tout, tu vois. Donc, fallait vraiment, c'était une époque assez intéressante à ce niveau-là. Donc ces deux-là, ils m'ont vraiment, disons, motivé à continuer parce que c'était une période difficile où je cherchais encore une identité en tant que danseur. J'ai laissé Cannes, j'ai eu une opportunité d'aller danser en Corée pendant presque un an
avec une compagnie française qui faisait du cabaret, tu sais, le truc vraiment français qu'on connaît bien, les spectacles de revue, etc. J'ai fait ça, j'ai fait ça pendant un an en Corée, c'était génial, c'était mon premier job, tu vois, j'avais 21 ans, je vais en Corée pendant 10 mois, payé, ma famille n'en revenait pas parce que je viens d'une famille un peu ouvrière, tu vois, qui se disait bon, celui-là il veut être danseur, qu'est-ce que c'est, ça veut dire quoi? Aucun artiste vraiment dans la famille qui a fait ce genre de travail auparavant, tu vois. Donc pour eux, ils se rendaient pas vraiment compte de ce que ça représentait. Donc moi qui pars d'un coup en Corée pour mon premier job pendant 10 mois, putain, il a un job, il est danseur, il est artiste, tu vois. À ce niveau-là, pour ma famille, c'était vraiment un gros changement. Enfin Et bref. d'ailleurs, et d'ailleurs, à ce moment-là, tes parents, ils ont quelle vision et quel rapport au monde artistique? Ils te font confiance ou Bah, ils émettent quand même quelques réserves? et avant ça, ils avaient des réserves parce qu'ils se disaient, oh, il fait son rêve, il est dans une école de danse. Moi, j'étais formé en mécanique avant ça. J'étais mécanicien auto. Et mon père, par exemple, se disait, bon, voilà, il a passé son diplôme très bien à haut niveau de mécanique et tout. S'en est bien sorti. Maintenant, il veut faire sa danse. Il fait sa danse. Parce qu'il me voyait dans les teufs au camping danser dans les parties, tu vois. Il se disait que je bougeais pas mal, mais si tu veux, il se rendait pas trop compte de ce que ça voulait dire à l'époque. Donc, quand j'ai eu mon premier contrat, là, d'un coup, ils se sont dit, ah, donc, ouais, il poursuit son rêve et en plus, il travaille maintenant. Il a un job, quoi. Et puis, ça l'emmène à l'autre bout du monde, disons. À l'époque, c'était. Donc, et quand je suis arrivé en Corée, j'ai rencontré, donc dans les entractes de notre spectacle, il y avait une troupe de cirque chinoise. Elles étaient incroyables, vraiment très haut niveau. Et comme déjà j'avais une tendance à être très attiré aux accros, je voulais faire du break, mais bon, j'avais pas de prof, j'en trouvais pas, j'avais pas vraiment l'entourage pour le faire. Donc on s'entraînait un petit peu avec les petites chinoises. Petites, elles étaient petites, mais très 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 costaudes. Euh, on s'entraînait un petit peu, on faisait un peu des équilibres, etc. Je suis rentré de Corée, je m'étais mis dans la tête que j'allais me mettre dans le cirque parce que à l'époque, je pensais que c'était la chose, disons, la plus proche du hip-hop ou des choses acrobatiques que je voulais faire. Je suis rentré en France et j'ai commencé à prendre quelques cours d'accro, quelques cours de trapèze. Et j'ai passé une audition à Londres dans la foulée. 6 mois après être rentré en France, j'ai passé une audition à Londres donc là maintenant on est en 99. J'étais en Corée en 97. En début 99, je vais à Londres pour passer une audition pour un spectacle énorme qui se mettait en place, une compagnie nouvelle qui se mettait en place, qui offrait donc une formation de cirque payée. C'était exceptionnel. On n'avait jamais entendu parler d'une formation rémunérée à l'époque. Et il y avait plus de 5000 personnes qui faisaient cette audition. Donc pour moi, c'était genre, j'aurais jamais le job, quoi, tu vois. Et la formation était déjà en cours depuis le mois de septembre, mais ils prenaient un deuxième groupe. Donc j'ai auditionné moi en mars et j'ai été pris pour la formation. Et donc de mars à août de cette année, on s'est entraîné dans les arts du cirque aérien, l'accro, plein de choses, mais au-dessus du sol principalement, un petit peu dans le sol. Mais l'idée, c'était qu'en fait, après cette formation, on allait nous mettre dans une compagnie pour faire le spectacle du Millennium de l'année 2000 qui approchait, sous un grand, grand chapiteau. Enfin, maintenant, c'est un endroit pour les concerts qui est énorme à Londres, qui s'appelle le O2, le O2. Ça s'appelait le Millennium Dome à l'époque. Et donc, on est rentré là-dedans à partir du mois de septembre et on a commencé les répétitions jusqu'au mois de décembre 99 pour monter ce spectacle qui se faisait par la suite 3 fois par jour devant 15 000 personnes. C'était un spectacle vraiment énorme, aérien, avec 80 danseurs, 80 artistes du cirque aérien. C'était vraiment une grosse, grosse production. Et là, pendant cette période-là au cirque, j'ai rencontré quelques breakers qui étaient dans la compagnie. Et finalement, tu vois, enfin, à 23 ans, j'étais enfin dans un petit entourage de breakers, disons, où j'ai commencé à apprendre des bases, des vraies bases.
genre un peu de footwork, tu vois, quelques power moves comme les couples, je voulais les apprendre depuis longtemps, mais j'avais jamais été vraiment en contact avec quelqu'un assez longtemps pour les apprendre. Donc là, ça se passait, j'avais 23 ans, je me disais, bon, c'est un peu tard, mais bon, quand même, voilà, j'ai l'opportunité maintenant. On travaillait tellement dur dans le cirque, tu vois, on s'entraînait comme des oufs, quoi. La condition physique était vraiment, on était poussé au maximum, hein. Donc, donc c'était super. On était ensemble presque pendant 2 ans. Et là, j'ai découvert donc le milieu hip-hop anglais, auquel, tu vois, pour vous donner un historique, avant ça, j'ai pas vraiment passé autant de temps que ça en France pour découvrir le milieu hip-hop en France parce que j'ai bougé pas mal, je me suis entraîné à Cannes, il n'y avait pas vraiment un milieu hip-hop, tu vois, c'était un peu mort en plus pendant ces fins d'années 90. Donc, par contre, à Londres, il y avait un club qui s'appelle Funkin' Pussy. Ouais, la soirée s'appelait Funkin' Pussy, qui était organisée par DJ Hooch, qui organise le UK Champs. Et donc, on y allait tous les samedis. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir le milieu hip-hop anglais et à m'intégrer doucement, doucement, voilà, puis à faire mes pas, etc. Quand j'ai fini le Dôme, le Millennium Dome en 2000, fin 2000, début 2001, j'ai emménagé à Birmingham. Et là, parce que j'avais une copine à Birmingham à l'époque qui faisait de la capoeira, donc je me suis mis à la capoeira avec elle. Et en 2002, euh, ouais, en 2001, si tu veux, notre prof de capoeira, il avait une agence de spectacle. Et donc, il nous prenait pour faire des spectacles, etc. J'ai rencontré Mouse, B-Boy Mouse. Et j'ai fait mon premier spectacle de break avec Mouse. Et c'est lui, si tu veux, pendant ces premières années 2000, avec qui je passais beaucoup de temps. Donc j'ai appris pas mal de Mouse. C'était un ami, toujours un ami d'ailleurs. Mais si tu veux, ça a été un peu le mentor, je sais pas comment on dit mentor, le tuteur breaker de mon époque, où on regardait les VHS. C'est lui qui m'a fait découvrir Out for Fame, c'est les anciennes VHS, les cassettes VHS de break. Euh, de l'époque qu'on regardait ensemble. Donc ces années entre 2001 et 2005, j'ai rien fait d'autre. J'ai pas pris de cours de contemporain, j'ai pas pris de cours de classique, j'ai tout abandonné. J'ai fait que de la capoeira et je me suis consacré au break, si tu veux, ces premières années. Avant même de toucher à la création pure et dure, j'ai fait que ça. Je donnais des cours, des stages, et blablabla, à Birmingham. Voilà. Le Et mec, c'est ouf, t'as fait beaucoup trop de pratiques. T'as fait. Et je me demande comment tu. En fait, là, en ce moment, je suis à Bordeaux, dans la compagnie de Anthony Egea. ouais, Je taffe pour lui en tant que médiateur culturel et il a une école de danse. Et du coup, je prends pas mal de cours de danse. Je prends de la house, de l'électro, de l'afro et tout. Mais, euh, mais limite, en fait, j'ai presque un peu peur de me perdre dans toutes ces différentes pratiques, d'avoir trop de contenu. Toi, comment tu t'as fait pour ne pas te perdre dans le contemporain, dans le jazz, dans le break et dans toutes ces choses-là? Parce que, enfin, c'est quand même des sphères qui sont quand même super différentes. Et moi, j'aurais presque l'impression que mon corps, au bout d'un moment, il sait plus où se mettre, quoi. Et pour, au final, trouver une identité dont tu as besoin quand même dans la culture hip-hop, dans le break, c'est difficile. Comment t'as fait? bah, ça a été un peu le problème enfin le problème. Ce côté d'identité a été ça a été un gros challenge pendant des années, si tu veux, parce que même si tu veux jusqu'à 2005, disons, entre 2000 et entre entre 97 et 97 et 2005, ça a été une grosse période de recherche parce que je laissais la danse classique, le jazz pour faire de la revue, tu vois. Bon, c'était fun, on avait de l'argent en poche, tu vois, mais c'était pas, pour moi, c'était pas moi, quoi. C'était juste un job. Donc, j'étais constamment à la quête de quelque chose. Je pense, en moi, je recherchais le hip-hop, mais c'était pas là tous les jours devant moi, tu vois. Donc, quand je suis rentré dans le cirque, c'était une nouvelle étape assez longue. C'était pas des étapes genre tous les jours, je fais 5 disciplines par jour. C'était formation intensive d'abord en classique, en jazz, en contemporain pendant 2 ans. Ensuite, le cirque, c'était 2 ans à peu près. Ensuite, quand je me suis vraiment mis au break et à la capoeira, disons pendant
4-5 ans, ça a été que ça, quoi. Je continuais quand même sur le côté à faire un peu de pop, de wave, d'apprendre d'autres styles comme ça à gauche à droite avec des amis ou dans les cercles de danseurs. Mais c'était quand même, même si j'ai fait plusieurs disciplines, c'était assez constant, assez précis. La capoeira, pendant presque 5 ans, je l'ai été constamment. Je passais mes ceintures, tu vois. J'avais des cours 3 fois par semaine, j'y allais. J'y allais vraiment. Si tu fais une discipline régulièrement, même si on fait plus que une par semaine, mais que tu y vas toutes les semaines pendant un certain nombre d'années, pendant 2 ans par exemple, et tu auras toutes ces disciplines en toi. Il y aura certainement une discipline où tu te sentiras plus à l'aise, où tu vas être meilleur, c'est sûr. Mais on voit beaucoup de danseurs, disons, polyvalents, qui ont plusieurs techniques en eux, qui maîtrisent tout. Après, ça dépend ce que tu veux. Si tu veux être compétitif, c'est sûr que, voilà. Et, et je dirais, moi, j'ai jamais vraiment été un danseur pour les battles. J'ai toujours fait ça pour le kiff. Mais les battles, ça me fait kiffer parce que il y a un buzz, tu vois. T'as l'adrénaline, pour moi, ça, avant un battle, je suis très nerveux, donc j'ai toujours le track et tout, tu vois, ce processus, ce processus, toute l'approche au battle, c'est ça que je kiffe à la limite. Mais sinon, la danse, je le ferai, je pense, jusqu'à temps que je puisse plus bouger, quoi. Ça n'a jamais été pour moi pour moi, ça a toujours été about the freedom, tu vois, la liberté de se sentir libre quand tu bouges, ça a toujours été un système d'évacuation pour moi, un échappatoire, beaucoup par rapport aux problèmes familiaux, ma vie d'adolescent et d'adolescent adolescent qui a été assez, c'était un peu un test, disons, de la vie. Je pense que la danse m'a beaucoup, beaucoup soutenu pour passer à travers de ça, comme un grand nombre d'artistes hip-hop d'ailleurs. Parce que t'étais quel genre d'adolescent? Quel genre d'adolescent? Bah, j'ai pas trop fait de bêtises. Euh, mais, euh, mais bon, ça a été compliqué, tu vois. Quand je suis rentré à Cannes en formation, malheureusement, ma maman est rentrée en prison à cette époque-là. Donc, le soutien familial a été assez euh, dérangé, disons, la structure familiale, parce que je vivais avec ma mère avant ça. Ça a été une période assez difficile. Je me suis retrouvé beaucoup livré à moi-même. J'ai eu un petit peu de soutien de mon père. Il y a toujours eu un soutien familial, mais ça a été une famille assez déchirée, qui avait beaucoup comme un grand nombre de familles, je suppose, beaucoup de choses à surmonter au niveau de notre structure, de comment on a évolué en tant que famille. Et je pense qu'il y a une période là, adolescente, où je me suis retrouvé très seul, très seul. Donc, il y a eu des gros moments de doute où tu te dis, tu sais, est-ce que vraiment cette idée de danser, de suivre cette passion va vraiment aboutir quelque part, quoi. Je vois au début, pour vous donner une idée, c'est ça, c'est pas pour être la victime que ce soit, mais c'est plus pour dire, par exemple, dans mon école, il y avait des élèves qui étaient très soutenus par leur famille, leur formation était payée par leur famille, etc. Par exemple, pour moi, où ça a été un peu plus difficile, ma maman devait, par exemple, m'aider, me soutenir un peu dans ma formation, mais elle n'a pas pu le faire. Donc, je me suis retrouvé à une période, je travaillais dans l'école, mais comme je m'étais endetté à cause de cette histoire, j'ai dû payer ma dette, ce que j'ai fait. Mais donc, j'ai emménagé, ce qui a été super en même temps, parce que j'ai emménagé avec 3 autres danseurs qui étaient en formation à l'école. On vivait dans une chambre, presque, qui avait 2 lits au sol, 2 lits sur une mezzanine dans je sais pas, ça devait faire ce truc 20 mètres carrés, tu vois, et 20-30 mètres carrés grand maximum. Et dessous le mezzanine, il y avait une petite cuisinette. Et on mangeait là. Et comme on n'avait pas d'argent parce qu'on était un petit peu tous les 4 dans la même situation, on, euh, on mangeait spaghetti à midi, spaghetti le soir. Et si on avait un peu plus d'argent de poche, on achetait une tablette de chocolat, on se la mettait dans une baguette, tu vois, à 4 heures. Et c'était notre dessert, quoi. Et le midi, c'était spaghetti à la sauce. Et le soir, spaghetti au beurre, quoi.
C'était, je te jure, pendant plusieurs mois, on a fait comme ça. J'ai payé ma dette et on a continué à avancer comme ça. C'est juste pour une référence pour dire que on avait faim, quoi. On avait faim d'être là, d'avancer, et de s'entraîner, d'apprendre. Et le rêve, la passion pour ce qu'on faisait a été vraiment un véhicule pour Et sortir de là. à force d'être dans cette recherche vers l'avant, toujours de rebondir de discipline en discipline et de, je sais pas, quelque part chercher ta place dans quelque chose, est-ce que tu as le souvenir d'un moment où pour la première fois tu t'es dit, ah là, je crois que j'ai trouvé, je crois que je Ouais, suis à ma place. ouais, complètement. En fait, c'est une très bonne question, en fait, parce que c'est vrai qu'on se parle comme ça, on a l'impression que je cherche encore. Et, euh, et je me rappelle quand on m'a donné en 2004, j'ai découvert Breaking Convention à Londres. Et ça, j'ai expliqué à John Zidi, le directeur de Breaking Convention. J'ai dansé dans le Breaking Convention 2004 avec une autre compagnie, puis en 2005 avec une autre compagnie. Et en 2004, j'ai vu pour la première fois Rubber Band Dance Group du Canada. C'est une compagnie qui est gérée et dirigée par Victor Quejada et qui lui vient aussi de l'univers du hip-hop, mais aussi très haut niveau en classique. Et il a créé une gestuelle qui est très très particulière à la sienne, hein. C'est vraiment son langage. Et quand j'ai vu ça pour la première fois sur scène, j'ai fait ah. Là, ça a été vraiment le point où je me suis dit bon, si lui il le fait et qu'il est à ce niveau-là, c'est que c'est la porte ouverte. J'ai le droit de le faire, si tu veux, parce que jusque là, c'était encore une question où on se demandait c'est pour le fun ou vraiment est-ce qu'on va me prendre au sérieux quand je commence à vraiment à m'investir dans une certaine gestuelle particulière comme ça. Et quand j'ai vu leur travail là, ça a été vraiment un gros pas vers l'avant. En 2005, je suis revenu à Breaking Convention avec une autre compagnie et là je me suis dit un jour je vais venir sur cette scène et présenter mon travail sous mon nom. Et donc effectivement, en 2006, j'ai présenté une pièce à Breaking Convention, mais c'était pas encore sur la scène principale. Et en 2000, je crois que c'est en 2009, 2009, on a présenté Breaking Point sur la grande scène. Et 2010, j'ai dansé solo sur la grande scène aussi. Donc ça, c'était vraiment à partir de ces années-là, à partir de 2006, 2005, j'ai commencé à vraiment embrasser cette idée de créer mon image, quoi, mon étiquette. Et ça s'est fait. Je pouvais peut-être pas trop le faire dans le milieu du break, je pensais à l'époque, mais sur scène, ça s'est définitivement mis en place pour moi. Et comment dans cette vie folle, on, on réussit le deuxième défi qui est presque aussi grand, voire plus difficile, d'être papa et de construire une famille. Euh, bah, comment? Je pense d'être papa, c'est pas très difficile, hein. C'est surtout c'est de gérer, d'être la gérance d'être papa. Mais d'assurer en tant que père, c'est là où c'est vraiment le gros challenge surtout quand on est souvent hors du pays ou en voyage pour le travail, etc. C'est pas évident. Ouais, parce Euh, que toi, tu es père d'une fille, c'est ça? ouais, j'ai une petite fille qui a 9 ans maintenant. Qui a Ouais. 9 ans aujourd'hui. Et Non, donc, elle a 9 ans cette année, ouais. d'accord. Et pour situer, pour les gens qui connaissent pas complètement le genre de vie que tu as eu et que des artistes danseurs peuvent avoir, c'est quand même une vie où on est des fois là un quart, voire un dixième du temps. On est toujours en train de bouger. Ouais, On est toujours dans des expériences humaines à côté de l'expérience de nos amis et de notre famille qui sont très très fortes. Donc des fois, quand on revient, c'est dur d'être complètement présent, etc. Du coup, toi, ça s'est passé comment l'éducation d'un enfant au milieu de tout ça? alors, pour ajouter à tout ça, je ne suis plus avec la maman depuis 6 ans, depuis 6 ou 7 ans. Donc, le gros challenge, ça a été de maintenir des liens forts
et de bons liens déjà entre sa mère et moi. Ce qu'on arrive aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir faire. C'est-à-dire, sa maman, le copain de sa maman et moi, on passe les week-ends ensemble. Je reste chez eux, comme là, j'étais chez eux le week-end. S'ils s'en vont tous les deux, ils veulent partir en amoureux pour la semaine. Ils me demandent est-ce que t'es dispo, est-ce que tu pourrais passer la semaine chez nous, voilà. Donc je vais chez eux, j'emmène ma fille à l'école, je m'occupe d'elle et elle est super bien comme ça, je pense. C'est la meilleure des situations qu'on aurait pu avoir. Euh, pour donner un autre exemple, Hong Kong, j'étais invité en résidence à Hong Kong pendant presque 10 mois. Juste à la sortie du premier confinement anglais, où toutes mes tournées ont été annulées. 2019, ça a été une super année pour moi. Donc 2020, j'avais plein de choses en place qui ont été malheureusement annulées, reportées, etc., comme un grand nombre d'artistes. Et par contre, Hong Kong s'est annoncé comme ça à la dernière minute. Et donc, on a dû avoir cette conversation et je savais pas trop quoi faire parce que je suis jamais parti plus longtemps que 6 semaines. Six semaines au grand maximum. Là, c'était plusieurs mois. Donc, au début, on s'était dit, je prendrai ma fille en vacances, on fera les voyages pendant les vacances scolaires ou des choses comme ça parce que j'avais un bon salaire, etc. Plein de choses, plein de bonnes choses en place. Donc, on a discuté et puis, grâce à leur soutien et cette bonne communication qu'on a réussi à mettre en place ces dernières années, ils ont dit, OK, on y va, on le fait. Et donc, je suis parti. Malheureusement, le Covid ne s'est pas amélioré et donc on n'a pas pu faire ce qu'on a prévu, quoi. Donc pas de vacances. Les quarantaines à Hong Kong sont très extrêmes. Je pouvais pas revenir comme je voulais. Ma fille ne pouvait pas rentrer sur le territoire. Ça a été vraiment une période super difficile. Mais je pense que la clé dans tout ça, d'être papa, c'est d'être en très bon accord et en bonne communication avec l'entourage, avec la maman les choses tiennent le coup si s'il y a de l'amour et s'il y a de la communication. Mais les choses qui ne tiennent pas le coup, c'est quand on laisse notre ego et d'autres choses personnelles au travers de ces choses-là. Je pense à un enfant, pour moi qui suis aussi passé par une famille qui a été déchirée, un peu brisée, avec une situation assez difficile entre mes parents et moi, je voulais pas recréer un univers comme ça pour ma fille. Je voulais que même si je n'étais plus avec sa maman, que quand même il y ait des liens importants, qu'elle ait son papa et son maman au maximum. Donc il a fallu faire des compromis, discuter, mettre des choses en place et faire fonctionner les choses. Ok. En tout cas, c'est ouf que tu aies quand même tenté la chose parce que moi, je sais qu'actuellement, des fois, je me pose la question de si j'ai envie de vivre de la danse ou des trucs comme ça. Et j'ai un peu l'impression que quand même, quand tu vis de la danse et notamment en compagnie, tu es un peu constamment sur le siège éjectable. Dans le sens où bah, ça se trouve que tu vas pas être pris dans une compagnie et chaque année tu es obligé de renouveler tes heures. Enfin, je sais pas comment ça se passe le métier intermittent en Angleterre, mais j'aurais peur qu'à un moment ou une année et tout ça, j'ai pas le nombre d'heures que je veux et que financièrement, tu vois, ça soit la merde, tu vois. Et, bon, j'ai l'impression que pour toi, ça a l'air de tout rouler, mais je pense que c'est un peu le frein aussi de beaucoup de gens qui veulent se lancer dans ce métier-là. Ouais, ah, mais je veux dire, c'est un métier, tout, tout métier, disons, à son compte. Juste parlons d'être auto-entrepreneur, c'est déjà un challenge parce que tu te gères toi-même, tu dois vendre ton produit. Dans le cas des danseurs, tu te vends toi, ton service. Donc, c'est déjà mentalement un challenge, physiquement en plus de ça, un autre challenge, plus moralement. Et bon, il y a beaucoup d'artistes qui souffrent mentalement parce que la pression, l'idée de vendre son image, la compétition entre les autres, les politiques de la danse, les politiques des théâtres, les choses qu'on observe après des années dans ce métier-là, tu commences un peu à avoir
une certaine expertise, une certaine connaissance du milieu, et tu vois quand même certaines organisations, par exemple, qui prennent certaines décisions qui ont donc un impact sur notre communauté, sur les danseurs, sur les artistes en général. Donc, euh, il y a vraiment, oui, effectivement, ça peut être un gros challenge, surtout pour quelqu'un qui est jeune, qui commence, qui sait pas trop dans quelle direction aller, qui peut peut-être qui aussi se cherche dans sa discipline, dans quel domaine. Après, tu as les responsabilités, parce qu'on est jeune, on a l'exemple de nos parents peut-être qui ont eu un job pendant 20 ans ou 30 ou 50 et qui ont une maison, qui ont un certain, comment on dit, certaine solidité, quelque chose de très concret. Donc l'artiste, c'est l'opposé pratiquement. Donc ça peut faire peur aussi. Mais je pense que si, je dis toujours ça à mes élèves, si tu travailles à fond et que tu es vraiment à fond tout le temps et que tu gardes ton esprit ouvert, il y a aucune raison pourquoi tu n'aboutirais pas où tu veux aller. C'est une question de, tu sais, il y avait même un de mes profs je crois que c'était un de mes profs de mécanique qui disait, si tu arrives à démonter une voiture et la remettre, la remonter après ça te servira toujours dans ta vie, même si tu ne deviens pas mécanicien. Et ils ont raison, mais c'est parce qu'à l'époque, tu te dis, ah, mais je veux pas être en mécanique, je sais pas ce que je vais faire dans ma vie, avoir les mains sales, machin, tu vois. Alors qu'il y en a qui adorent la mécanique, donc tu peux pas vraiment non plus dire ça, mais pour dire que ce que j'ai appris en mécanique, par exemple, ça me sert encore aujourd'hui sur ma péniche. Et pour, et pour le coup, est-ce qu'on peut en dire autant de la danse, de dire si tu sais faire un six step et un backspin, euh, même si même si ça t'est pas utile dans le travail, t'inquiète pas que dans la vie ça te servira. Je suis pas sûr que ça vale autant pour les mouvements de danse. Non, je pense pas. Mais ça peut te sauver la vie, hein. Ça peut te sauver Peut-être. la vie. Puisqu'on- Si tu puisqu'on- arrives pas à te relever du sol, c'est mort, hein. Je dis c'est ça à vrai. je dis ça à ma fille, si t'arrives pas à faire une pompe pour te relever du sol, c'est mort. Tu survivras pas. Tu resteras en bas. Puisqu'on est on est un peu dans ce sujet-là de la vie privée et la vie de danseur, comment est-ce qu'on mélange les deux? Euh, je me permets de te demander, donc tu disais en rigolant que tu avais 45 ans, je vois que tu as quelques poils gris sur ta barbe et dans les cheveux qui commencent à arriver, donc je me dis que forcément, tu te demandes comment va se transformer ton métier dans les 10-15 années à venir. Est-ce que tu imagines des fois la vie que tu auras à 60 ans par rapport à ce métier-là? Bah, souvent. Souvent, je me dis, bon, ça va durer combien de temps, par exemple, dans les périodes creuses parce qu'il y a toujours des périodes creuses où, par exemple, je sais pas, une tournée comme 2020, une tournée après l'autre annulée, d'un coup, tous les langues que j'avais pris en 2019 est complètement anéanti. Je me retrouve là, assis, en me demandant, qu'est-ce qui va se passer maintenant, tu vois, je vais faire quoi? Euh, et puis d'un coup, paf, un autre truc arrive. Et puis après, un autre truc, il y a toujours des vagues comme ça depuis le début que je fais ça. Pardonnez mon français maladroit, mais depuis le début que j'ai commencé, il y a toujours eu des vagues intenses, beaucoup de travail, moins de travail, beaucoup de travail, moins de travail. Bon, c'est un peu évident. Et tu te demandes dans ces périodes-là, bon, est-ce que je devrais me reconvertir? J'ai plein d'amis qui se reconvertissent ces moments de doute. Ils font une formation en yoga, ils font une formation en massage, il y en a qui abandonnent tout, qui se mettent, ils se redécouvrent dans la thérapie, dans plein d'autres disciplines. Donc la danse, effectivement, là, ça les aide. Tu vois, on parlait de recycler, d'utiliser ce qu'on a appris. Ça peut aider dans ces métiers-là. Moi, je sais pas, je vois pas ça comme ça. Pour le moment, là, je viens de m'inscrire pour faire un master parce que j'ai jamais fait d'études à haut niveau comme ça. Donc, mon expérience m'a permis d'acquérir une entrée en université comme si j'avais une licence déjà. Tu fais valoir ton expérience et ça te permet d'accéder une éducation à un niveau de master. Donc, je fais un master. En fait, c'est une recherche sur ma pratique qui me permettra d'avoir un master qui peut me permettre au futur, par exemple, d'avoir, si je le désire,
devenir lectureur, enfin professeur dans une académie, dans une université, ou de prendre la direction d'une organisation d'art et spectacle ou d'un théâtre. D'avoir ça sur mon CV, ça me permet d'avoir un petit peu plus de poids, disons, surtout si je veux trouver ce genre de travail ici en Angleterre, par exemple, où mon master serait reconnu. Donc, je fais ça cette année, comme les choses sont un petit peu plus calmes. Euh, je pense à ça, et puis je pense aussi que ma voix, elle se met en place quand même tout doucement. Je fais de plus en plus de projets photographiques. Là, j'ai une exhibition qui se met en place à Hong Kong au mois d'octobre. Je suis en train de monter un film qu'on a filmé au mois de juin à Hong Kong. Enfin, c'est un petit court métrage, mais il y a des choses comme ça au niveau visuel qui se mettent en place. Et il y a une commande chorégraphique à Hong Kong aussi en début d'année 2022. Euh, le fait que je danse beaucoup moins, mais je continue quand même à travailler, donc ça me donne un peu de confiance, disons, en me disant que éventuellement, peut-être, je ferai que ça, que de la création. À un moment donné, je danserai peut-être plus ou très peu, et ça sera purement de la création, du visuel et du spectacle peut-être, ou une direction artistique quelque part où je pourrais exprimer ce côté artistique au travers d'une compagnie ou de danseurs. J'aimerais ça. Après, je sais pas, on verra, mais à Ok. voir. Mais c'est ouf parce que au niveau de ta danse en elle-même, j'ai l'impression que t'es encore quand même bien en forme. Enfin, je vois des potes, par exemple, bah, Geoffroy, tu vois qui c'est. Oui. Genre là, il vient à peine d'avoir 30 ans de ça et souvent il se blesse. Donc je sais pas à quoi c'est dû, mais il se blesse souvent. Et j'en vois encore d'autres qui arrivent à la trentaine, commencent à voir que le corps, c'est plus le même que quand t'as 20 ans. Et lui, il en a que 30, toi t'en as 45. Tu fais quoi pour être autant en forme? Tu bois du café. Que du Que café. du café. Avec ma machine derrière moi là, trois par jour, matin, midi et soir, ça va. Non, Écoutez, pour tous les enfants qui écoutent ce podcast, 3 cafés par jour. non. En fait, J'imagine qu'il doit y avoir moi je me qu'il doit suis y avoir blessé. un suivi aussi médical, non? Je sais Un pas. suivi médical? Ostéo, les trucs comme ça, kiné. Bah, je sais Non, pas, mais tu dois peut-être non, mais j'ai quand même. encore des blessures. J'ai des blessures, j'ai des vieilles blessures. J'en ai des nouvelles que j'ai jamais eues avant, comme des tendinites au coude. Ça s'entretient. Euh, je pense moi, je me suis blessé beaucoup plus dans mes trentaines que dans mes vingtaines, quand j'étais dans le cirque, mais j'ai eu des blessures de ouf. Je sais pas comment j'ai survécu je sais pas non plus. J'ai jamais eu d'opération, donc vraiment, je touche du bois. J'ai eu des amis qui sont déchirés les épaules, les coudes. Je pense que c'est la fréquence de travail. C'est comment on travaille, comment on approche notre pratique. J'ai découvert quand j'avais 18 ans, j'étais à fond dans le classique, le jazz. Je devais faire entre 20 et 30 heures par semaine de danse. C'est énorme. C'est énorme physiquement. Il y avait le vendredi, je me rappelle, on faisait 6 cours dans la journée. C'était trop. Je pense maintenant c'était trop. On avait les gens, tu vois, j'étais développé quoi. Et donc ouais, c'est sûr que j'ai rattrapé beaucoup de temps perdu parce que j'ai commencé la danse à 17 ans. Mais, euh, mais en même temps, j'avais des blessures, j'avais le psoas, le bas du dos, j'avais des fausses sciatiques pendant des années. Et avant de comprendre ça, c'était un gros travail de recherche. Pourquoi j'avais ça, d'où ça venait. Tu vois, trois, quatre physios, ils ont un avis différent, tu n'arrives pas à réparer le truc, tu sais pas trop ce qui se passe, tu dois quand même avancer, travailler, donner ton cours, gagner ton cachet de performance, etc. Tu continues. Et en fait, au fil des années, en fait, justement en travaillant sur ce côté pluridisciplinaire, j'ai commencé à comprendre que c'est pas le nombre d'heures par jour, c'est la régularité dans l'entraînement qui maintient. Et j'ai trouvé parfois qu'en faisant même qu'une heure par jour, ça suffit pour maintenir un bon niveau. Et bien sûr, si tu t'étires, si tu fais ton conditionnement, etc., tu peux maintenir vraiment un très bon niveau, comme ça, sans brûler, sans te casser. Ok?
Je lisais, je me rappelle plus le nom de la personne qui a écrit ça, mais il parlait de, et tu vois, vaut mieux faire 15 minutes par jour de conditionnement. C'est ça, c'est son approche, hein, pas la mienne. Mais j'adopte beaucoup cette idée. Je préfère faire 15 minutes par jour intense de conditions physiques plutôt que de faire 3 fois par semaine 2 heures ou 3 heures et me tuer parce que ça me prend 2 jours pour récupérer après. Je préfère être constant en montée constante et par moment quand je sais qu'il y a un truc, un spectacle ou quelque chose où il faut ma stamina, ma cardio, ben là tu pousses un peu plus pour monter au niveau où tu as besoin. Mais la constante, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus easy, beaucoup plus facile à digérer. Tu vois, plutôt de se tuer à faire 5 heures par jour et avoir mal tout le temps et être au bord du gouffre de la blessure, je préfère cette idée. Peut-être quand on est jeune, on accepte ces heures, ce nombre d'heures beaucoup plus facilement que quand on a la trentaine ou la quarantaine. Mais je pense à partir d'un certain âge, il faut vraiment payer attention, disons, c'est très anglais, payer attention. Faire attention de combien d'heures on s'investit dans notre corps. On arrive dans les 10 dernières minutes de la conversation. Ça passe vite, hein. Et ouais, c'est vrai que ça passe toujours plus vite que ce qu'on croit. Quand on se lance dedans, on se dit, waouh, on a 1 heure, de quoi va-t-on bien pouvoir parler? Et ensuite, on en est à 50 minutes et on se dit, bon, il va falloir faire des choix. Euh, Il y a une question qu'on aime bien poser, enfin, on aime bien aborder le sujet de la transmission dans ce podcast. Et tu es bien placé, je pense, pour avoir des réflexions là-dessus parce que tu as une compagnie avec laquelle tu fais des spectacles, mais tu tournes aussi beaucoup en faisant des workshops et tu fais des tournées de workshops dans plein de pays en plus. Euh, et, euh, et j'imagine que tu as donné des cours à tout type de danseurs, confirmés, moins confirmés, de plein de nationalités différentes. Euh, pour se lancer un peu dans le sujet de la transmission, une question qu'on pose un peu comme un genre de petit défi, c'est imagine que tu as 30 minutes avec une personne ou un groupe de personnes que tu sais que tu les recroiseras pas après et que tu n'as que 30 minutes pour leur transmettre comme un genre d'essentiel, un genre de petit kit essentiel, soit d'informations verbales, soit d'informations physiques, mais de choses qui te paraissent très pertinentes à transmettre à ces gens-là. Tu penses que ça serait quoi? Wow. Euh, c'est une question intéressante parce que mon dernier passage à Hong Kong, enfin, quand j'étais à Hong Kong, on parlait beaucoup de ça. Je leur disais, je vous donne les outils, des outils pour que vous puissiez travailler avec sans moi et qui vont vous durer. Si vous pratiquez ça, ça restera avec vous toute votre vie. C'est un, c'est une question que je trouve très intéressante parce que de plus en plus, je donne des stages et des cours. Je pense de plus en plus à comment donner ces outils aux danseurs qui viennent dans les cours. Parce qu'on voit beaucoup de cours où les gens vont, ils apprennent une méthode, mais peuvent pas vraiment la faire sans le prof. Donc, qu'est-ce que je transmettrais en 30 minutes wow. 30 minutes, c'est tellement court en plus. Qu'est-ce que je transmettrais Je pense, écoutez-vous. 30 minutes, je pense que je passerai déjà 15 minutes juste à parler. Il faut vraiment, c'est très important d'écouter sa voix et son instinct en tant qu'artiste, en tant que danseur. Parce qu'on sait déjà plus ou moins ce qu'on aime faire, comment on aime bouger, dans quel sens on aime aller. Donc, il y a beaucoup de mes ateliers où, au début de l'atelier, je passe pas mal de temps justement à explorer et à explorer sa façon de comment on s'écoute, comment on bouge, dans quel sens on va, comment on répond à la musique. Euh, c'est une période d'écoute. Et je pense que cette période d'écoute, on n'applique pas assez souvent. Tu vois beaucoup d'élèves, beaucoup de danseurs qui sortent de cours où ils n'ont jamais eu vraiment cet outil d'écouter, de s'écouter soi-même, de fermer les yeux, de se laisser tomber dans une certaine direction, de se rattraper, de vraiment écouter dans quel sens veut aller le corps. Et cette pratique-là, ça ne s'applique pas seulement physiquement dans un cours, elle s'applique aussi dans la vie. Je sais qu'on ne peut pas toujours improviser sa vie et partir bon.
Il y en a qui le font, je suppose, qui suivent leur passion, je veux pas dire la passion, je veux plus dire, ouais, ok, demain je me casse à l'autre bout du monde comme ça, je laisse tout tomber. Je dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais c'est quand même important d'écouter un petit peu cette voix-là qui te donne envie d'aller quelque part, parce que sinon, on va aller où? On va apprendre quoi? Comment? Sur Instagram? Je pense la vraie expérience de la vie, elle s'applique aussi à notre art, à notre découverte. C'est important de nourrir notre art avec les choses de l'extérieur. Donc, allez découvrir, allez explorer, sortez de la bulle du studio, de la bulle des cours en ligne ou quoi que ce soit. Allez dans la nature, allez euh, explorer et analyser ce que vous avez déjà en vous avant de s'inquiéter des choses extérieures, des choses qu'on a besoin pour survivre à l'extérieur. Parce qu'on a déjà tellement en nous. J'adore passer les premières 20 minutes, 25 minutes avec les danseurs dans le studio. On fait une période de découverte. On apprend à se connaître et on apprend à écouter notre organisme. La technique, c'est juste des steps et une question de physicalité. Mais le mouvement lui-même, la voix intérieure, la voix de l'interprète, toutes ces choses-là, ça passe par nous-mêmes, et chacun différent. Donc, comment on travaille ça? À l'écoute. Fort bien. Ah, Non, j'ai dit fort bien. c'est dur à expliquer, surtout en français. Je pense, j'ai pas fait souvent, donc je cherche un petit peu mes mots. Mais ouais, je pense que c'est l'affûtage de l'instinct est très très important. Je vais l'appeler comme ça, l'affûtage de l'instinct. Ouais, puis c'est un travail perpétuel parce que, enfin là, je parle d'expérience de la rétrospective que j'ai depuis 3 4 années où je travaille beaucoup en compagnie, etc. Euh, je trouve que quand tu fais un travail dans une compagnie, c'est souvent un travail spécifique en fonction du sujet que tu es en train d'aborder. Et du coup, moi, je me rends compte que des fois, je bosse pendant 2 3 mois avec un chorégraphe sur une manière de bouger très précise. Et du coup, le corps se spécialise, mais il perd en instinct parce que c'est comme si tu fermais plein de portes pour garder seulement les portes ouvertes qui servent un sujet précis. Et, et qu'ensuite, il faut comme une étape pour réouvrir son instinct à plein de nouvelles choses. Et en fonction des étapes dans lesquelles on est, avec qui on a travaillé, et ben, on peut avoir un instinct moi, je sens que des fois, il faut que je réapprenne à réouvrir parce que j'ai été conditionné. En ce moment, je suis sur un projet où on fait pas du tout de gestes esthétiques, on est que dans le geste essentiel et pour ça, on développe un vocabulaire que autour du jujitsu, tu vois, de la pratique de l'art martial du jujitsu. Et je sens que de faire que ça, bah, ça m'aiguise vachement dans cette direction-là. Mais par contre, ce dont tu parles, de ce que tu enseignerais dans tes workshops, je sens que j'ai plein de portes qui se sont fermées pour devenir efficace dans une direction. Et c'est un métier particulier que c'est comme si on était un artisan, sauf que on est nous-mêmes et le marteau et le ciseau et ça prend du temps de se transformer du marteau au ciseau, quoi. C'est pas juste le temps de changer de main d'outil, tu vois. Ouais. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je sais pas comment toi tu vis ces choses-là. C'est exactement là où je veux en venir. Imagine faire 5 ou 10 ans dans des cours, des formations où tu n'as pratiquement pas eu cette ouverture, la possibilité de t'ouvrir ou de te connaître toi en tant que danseur. Ou je veux dire mover parce que ça ne s'applique pas, ce que je vais essayer de dire, ça ne s'applique pas seulement à la technique. C'est ouvrir ces portes dont tu parles. C'est aussi une technique. S'autoriser à ouvrir ses portes, être ouvert à ça. Mais il y en a qui trouvent ça assez difficile au début. Dans un atelier ils n'ont pas l'habitude, ils ont l'habitude qu'on leur donne des pas, une certaine technique, une certaine structure. Sinon, ils sont un petit peu perdus ou ils ont besoin d'être accompagnés un peu plus pour se détendre, quoi. C'est pas tout le monde peut improviser comme ça du jour au lendemain sans avoir été à l'écoute ou avoir pratiqué. Et il y a plusieurs types d'improvisation, il y a plusieurs niveaux, comme les acteurs, il y a plusieurs niveaux d'interprétation, plusieurs sujets, textures. Donc, ouais, ça se pratique énormément et je pense
qu'on a besoin un peu plus d'implémenter ça un petit peu plus partout pour que les danseurs soient vraiment prêts à choper un peu pas n'importe quel, mais disons un peu d'autres boulots, quoi. Pas forcément un boulot technique, mais peut-être ils pourraient travailler, je sais pas, dans un autre style de travail, un autre style d'interprète ou d'interpréter quelque chose plus physique, théâtre physique, par exemple. Ouais, Je trouve que le plus dur, c'est même pas tant d'ouvrir ses portes et d'aller acquérir, on va dire, du nouveau, c'est après de réussir à prendre ce qu'on avait là et de l'intégrer dans ce qu'on est déjà. Tu vois ce ouais, que je veux dire ou pas? ouais, Et, ouais, et ça, pour moi, c'est le plus dur. Je trouve que si imaginons, on vient du break, il y a quand même des codes à respecter, tu vois. Et tu peux pas arriver et commencer à faire des moves d'électro, tu vois. Faut l'adapter au truc ouais, et tout recréer autour de ça. bien Et, sûr. c'est un très 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 long travail. Bah ouais, après effectivement, ça dépend de quelles sont les règles de l'environnement dans lequel on est. Après, si on est dans un environnement break et c'est les règles, bon, bah voilà. C'est ta connaissance et ta maîtrise de cette discipline fera la différence. Mais après, dans le monde sur le plateau, dans le monde du spectacle, on s'autorise beaucoup plus de choses. Hein. On utilise ces techniques pour communiquer un feeling, pour communiquer quelque chose, pour s'exprimer. Je me rappelle aux performances d'ailleurs quand j'avais monté tu l'avais vu Noé, cette petite pièce là que j'avais fait aux performances. J'avais trop envie de t'en reparler, ça m'avait marqué. Euh, Comment tu avais utilisé le lieu de manière complètement décalée et que finalement tu n'avais pas du tout fait la performance dans la salle de danse, mais dans la cuisine, dans les toilettes et tout. Et je sais pas si ça, on peut faire le lien avec le nom de ta compagnie qui s'appelle Décalage, mais je trouvais que c'était quand même, ça m'avait marqué. Je fais que y repenser depuis. T'allais dire quoi dessus? Bah, c'était un petit peu justement sur la semaine la base de notre travail. On a fait tous les jours, je donnais un cours technique, mais au niveau de la création, j'ai vraiment essayé d'extraire au maximum leur personnalité, on a discuté un peu eux aussi, ils ont commencé à se sentir en confiance, donc ils donnaient plus, ils se sentaient libres d'exprimer certaines choses, donc pour moi c'était génial d'utiliser leurs ressources, tu vois, et puis d'implémenter ça dans la pièce. Donc tu joues au chorégraphe, mais tu joues aussi beaucoup au directeur dans ces moments-là, et c'est vrai. Pour moi, je kiffe ça beaucoup. J'adore travailler avec l'énergie que les danseurs apportent quand c'est possible. C'est pas toujours possible, ça dépend de la commande chorégraphique ou du projet que tu fais. Mais quand c'est des travaux un peu plus perso, disons que ouais, j'aime beaucoup faire ça. Euh, Parce que la danse devient secondaire. Et c'est ça pour toi un des critères d'une pièce réussie, c'est quand la danse est seulement secondaire. Non, non, pas forcément. Mais ma pièce à Hong Kong était vraiment, c'était beaucoup plus physique qu'autre chose. Mais quand même, la pièce a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Mais l'audience a vraiment, tous les retours que j'ai eu des gens qui sont venus nous voir après, ils ont ressenti quelque chose. Même si pour moi, je pensais que la pièce était vraiment, bon, c'était vraiment 20 minutes de chorégraphie, quoi. Ils ont quand même ressenti le chargement, quoi, enfin le feeling des danseurs qui était vraiment à donf. En même temps, ils n'avaient pas été sur ce plateau depuis 2 ans à cause du pandémique. Donc c'était la première. Tu peux imaginer, le théâtre était ouvert pour la première fois depuis 2 ans. Ça a fait, il y avait une énergie là-dedans qui était vraiment cosmique. Et donc, bon, ça s'est ressenti, mais la pièce a été basée justement sur ce sujet-là, que peut-être ça serait la dernière fois qu'on allait le faire. Donc, j'aurais mis ça dans la tête depuis le début. Et c'était vraiment, et ils ont vraiment transporté ça, et ils ont balancé ça à leur public, et c'est vraiment bien passé. Donc, oui, il y a toujours ce jeu-là. Même pour moi, une pièce réussie, c'est quand l'audience arrive à percevoir le feeling, à ressentir quelque chose. S'ils arrivent à ressentir quelque chose et que la pièce a une bonne narrative, une bonne structure, je suis content. Ouais.
Chouette, je pense qu'on peut finir là-dessus. Ouais. On a, comme tu le sais, on a le petit rituel de demander à la personne de poser une question pour la personne suivante. Je sais pas si peut-être que tu connais Marie Marcon? Bien sûr, bien sûr. Ah, Elle est venue dans mon stage en Angleterre, à et Create. ben, c'est elle qu'on va recevoir juste après. Est-ce que déjà tu peux la décrire en 3 mots? Oh, Marie, Marie, euh, en 3 mots, euh, euh, mots français. euh, ah, en 3 mots. Donc, on en était aux 3 mots. Donc, tu nous. Gracieuse, mais c'est français gracieuse, oui, gracieuse. Ouais. Grace, hein? Gracious. Ouais. Ouais. Euh, pour moi, Marie, elle est super douce dans sa danse. J'adore. Donc, en 3 mots, c'est vraiment dur de la décrire. Euh, euh, mystérieuse, douce et gracieuse. Ça marche, on lui transmettra. Et du coup, maintenant, on aurait besoin que tu nous donnes une question à aborder avec elle ou un sujet à aborder. Euh, que penses-tu des réseaux sociaux de nos jours et comment ceci affecte notre pratique? Ok, Large sujet. ça Un peu marche. Eh large. ben, c'est un sujet qu'on devait aborder avec toi, mais finalement, la conversation a filé, donc on pourra l'aborder avec elle. Je vous la balance pour Marie, voilà. C'est sympa. Mais écoute, merci Marceau. On te Ouais. remercie. C'était grave cool. Ben, ça a été un honneur d'être avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est Trop génial. cool. Continuez Et on te... bien. Juste pour finir, je voulais dire que il y a un Anglais qui fait un petit peu la même chose, qui s'appelle Luke, The Duke London. Il a un podcast aussi et je trouve ça super sympa. On voit de plus en plus de podcasts qui émergent et lui aussi il le fait un peu dans le milieu du hip-hop, de la scène, etc. Donc c'est cool. Grave cool, on ira voir. Et juste avant de filer, est-ce que tu as, je sais pas, une page Insta ou quelque chose où on peut suivre ton travail? Oui, bien sûr. Ben, j'ai un site internet, c'est marceaurivière.com. Et mon Insta qui est aussi Marceau Rivière, tout en mots. Et sur mon Insta, on voit tous les liens pour les autres choses que je fais. Mon événement Create qui arrive ce vendredi, qui a travaillé un petit peu avec le Collab en 2018. Je crois on a fait un truc ensemble. Et voilà, puis d'autres choses, ma photographie, mon travail. Voilà. Marceau Rivière sur Insta et sur le net, marceaurivière.com. Au top. Merci Marceau, à bientôt. À bientôt. Prends soin Ciao. de toi. Ciao.